dans ce webinaire dédié au tourisme handicap organisé par Agir pour un tourisme responsable, qui se place dans un contexte, du coup, comme j'expliquais, un an après le séminaire à Chamonix, où on parlait justement d'inclusivité. Et du coup, aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement aux handicaps, qui sont assez divers, on le verra. Et pour ça, on a la chance d'accueillir deux intervenantes que je vais rapidement... là. Alors, mes slides se passent pas. Ok, c'est bon. Donc, on a la chance d'accueillir Cécile Guillard et Julie Boudin, qui sont toutes les deux membres d'ATR, Agir pour un tourisme responsable, du coup, et qui nous parleront chacune de leur expérience au sein de leur entreprise avec cette thématique. Mais avant ça, petite introduction pour replacer le contexte, si tout le monde n'a pas conscience de ce qu'est les handicaps dans le tourisme. Euh, voilà, on va tout de suite commencer très rapidement. Donc, l'inclusivité, c'est un axe stratégique qu'on a voulu placer dans notre plan d'action à terre 2030, qui intègre les dimensions sociales du tourisme et au même titre que l'environnement. On voulait vraiment replacer sur un même pied d'égalité, surtout qu'aujourd'hui, l'inclusivité, c'est un enjeu clé dans toute la société. Et aujourd'hui, notre objectif avec ce webinaire, c'est de vous montrer que c'est pas très compliqué, c'est hyper important de faire en sorte que tous les publics puissent profiter des voyages et des prestations touristiques sans complications dans un secteur qui est tourné vers le service et l'accueil. Donc offrir des séjours, des environnements qui sont adaptés à ce type de public devient à la fois une obligation et une opportunité pour développer de nouveaux marchés et valoriser son image. Donc, en effet, en France, on compte environ 12 millions de personnes porteuses de handicap, donc à peu près 18% de la population, ce qui représente quand même un énorme pan de la population française. En savoir également que la grande majorité de ces handicaps ils sont invisibles. Donc, les situations de handicap sont extrêmement variées. On a les handicaps moteurs, visuels, auditifs, cognitifs, psychiques ou neurologiques, qui peuvent être permanentes ou temporaires. Donc, avec également ces 80% de handicap invisible, ça signifie que n'importe lequel de vos clients pourrait avoir besoin d'un service spécifique sans que cela, ça ne saute aux yeux. Et en plus de ça, l'accessibilité, ça ne concerne pas uniquement les personnes en situation de handicap au sens strict, puisqu'elle bénéficie aussi à toutes les personnes à mobilité réduite, de manière temporaire ou permanente, encore une fois, que ce soit les parents avec une poussette, les personnes âgées, les personnes blessées en béquilles, plâtrées, etc., ou encore toute personne éprouvant une difficulté passagère à se déplacer ou à s'orienter. Donc, mettre en place un trottoir abaissé, une rampe amovible, un site web clair, lisible, parce qu'on verra, l'accessibilité, c'est pas uniquement sur les voyages, mais c'est aussi avant le voyage, quand on prépare son voyage. Donc, toutes ces petites bonnes pratiques, elles profitent à un public bien plus large qu'on ne le pense, ce qui en fait une opportunité assez clé. Donc l'accessibilité, elle concerne tout le monde. Offrir un environnement inclusif, c'est garantir que chaque voyageur, quelle que soit la situation, se sente accueilli et autonome. Donc autrement dit, rendre un lieu ou un service ou un voyage accessible, c'est améliorer l'expérience de tous les visiteurs. Donc c'est une population qui a une demande croissante pour le tourisme accessible, puisque 90% des personnes en situation de handicap préparent leur déplacement en consultant des ressources en ligne, donc des sites internet, des blogs, des forums spécialisés, où elles cherchent des informations sur l'accessibilité des lieux et des services. Donc l'accessibilité numérique et l'information claire présente sur vos sites, elle est essentielle et primordiale. Et l'inclusion, d'ailleurs, est également valorisée par le grand public, au-delà de juste le public visé, puisque selon une étude qu'on avait menée avec ATR, 90% des Français déclarent préférer les entreprises engagées dans une solide politique de responsabilité sociale, donc RSE, qui inclut notamment le traitement du handicap. Donc, autrement dit, être exemplaire sur le handicap, ça renforce également la réputation de votre structure et ça fidélise votre clientèle. Donc ce secteur, il représente une grande opportunité de clientèle qui sont de plus en plus sensibles aux valeurs sociales
et générateur de bénéfices sociaux. Cette évolution, elle s'inscrit également dans le cadre légal, parce qu'il y a de plus en plus de textes de loi qui structurent l'inclusion et l'engagement envers le handicap. Euh, c'est d'ailleurs inscrit dans le cadre légal européen et national, donc c'est à l'échelle européenne. Au niveau européen, on a l'article 13 du traité de Lisbonne de 2007 qui impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination en raison d'un handicap. Donc ça lutte contre ces discriminations, notamment dans le cadre professionnel. Le règlement numéro 1107-2006 garantit en particulier aux personnes handicapées une assistante gratuite dans tous les aéroports de l'Union européenne et sur les vols concernés. Mais on le verra, c'est pas toujours si évident et parfois les voyageurs n'osent pas non plus le dire. Donc c'est pour ça que la sensibilisation est importante. Ça, on le verra plus tard avec nos intervenantes. En France, on a plusieurs lois qui s'appliquent, notamment la loi du 11 février 2005 qui dispose que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale. Donc ça assure ainsi l'accès aux droits fondamentaux et aux pleins exercices de sa citoyenneté. Donc ça fait partie aussi du tourisme puisque chaque citoyen doit avoir le droit au voyage, peu importe sa condition. Elle définit aussi quatre catégories majeures de handicap, moteur, visuel, auditif, mental, psychique, qui permettent de mieux structurer les actions d'accessibilité. Il y a également une obligation qui s'est mise en place, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui contraint les entreprises, enfin qui impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'atteindre 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif sous peine de pénalité. Et enfin, la loi du 27 mai 2008, elle interdit la discrimination liée au handicap dans tous les domaines, y compris le recrutement et les conditions de travail. Donc on voit bien que c'est un- une thématique qui est de plus en plus présente dans notre société et dans le cadre législatif et que mettre en place des bonnes pratiques liées à cette thématique vous permet aussi de prendre le pas sur ces obligations légales et être certain que vous n'aurez pas de soucis par la suite. Donc vous êtes prévoyant, en d'autres termes. Donc c'est la part des exigences légales, elles ont été rendues effectives dès 2015 dans beaucoup d'équipements touristiques. Elles ont été prolongées et adaptées et elles constituent un cadre fort qui impose l'effort. Pour accompagner les acteurs du tourisme, il y a plusieurs dispositifs et labels qui ont été mis en place, notamment l'association Tourisme et Handicap qui n'ont pas pu être présents, mais qui sont quand même très importants dans le milieu et qui sont la référence vraiment pour se sensibiliser ses équipes et se former. Donc ils ont mis en place ce label qui est devenu une marque d'État depuis 2001, qui a vocation à faciliter l'accès au tourisme et aux loisirs pour les personnes handicapées. Elle recense, elle valorise les professionnels engagés dans l'accessibilité. Et on peut le voir sur la façade de beaucoup d'offices de tourisme, de musées, etc. Enfin, ils ont des critères et un cahier des charges assez exigeant, mais très pratique. Et il y a des outils de terrain assez réguliers. Enfin, bref, c'est un très bon label pour cette thématique-là. C'est vraiment le label de référence. On a également un deuxième label qui s'appelle Destination pour tous, qui est géré par Atout France, qui distingue les établissements, hébergements, restaurants, sites, qui sont adaptés à au moins une catégorie de handicap. Et donc ces labels, ils sont hyper importants pour le public, puisqu'ils servent de repère pour les clients et ils valorisent les efforts des opérateurs. Il y a également des parcours et des organismes qui permettent de vous former à ces questions-là. Notamment, alors là, il faut que j'arrive à le dire, l'AGFIP, qui propose des ressources, des aides financières, des formations pour l'accessibilité. Il y a également Mon Parcours Handicap, qui est un service public qui vous permet ça, mais il y a également des formations mises en place par Tourisme Handicap qui concernent ce sujet-là. Et à notre échelle, chez ATR, on a mis en place, donc, comme je l'expliquais en introduction, un guide inclusivité
fait à peu près 40 pages, qui est exclusivement réservé à nos membres et qui va sensibiliser, donner des bonnes pratiques sur les trois piliers de l'inclusivité, la gouvernance, le tourisme pour tous, donc façon financière, culturelle, et l'accessibilité, donc au niveau des handicaps. Pour chaque partie, on a une petite explication de ce que c'est, donc un peu ce que je viens de faire, mais en plus précis, avec les textes de loi aussi, les obligations légales. Et en parallèle, on met en avant des bonnes pratiques que l'on a vu émerger chez nos membres et chez nos partenaires, qui vous permettent de vous inspirer et de mettre ça également en place chez vous. Euh, Pourtant, enfin, et en plus de ça, de ces bonnes pratiques et de ces explications, donc on a mis aussi en place tout un kit communication sur l'inclusivité avec un lexique, un marronnier, etc. Et enfin, et ça c'est vraiment le plus de ce guide, on propose un parcours à nos membres à la fin du guide où ils doivent choisir une pratique dans chaque thématique, donc gouvernance, tourisme pour tous, accessibilité à mettre en place dans leurs entreprises. Et c'est par step, donc c'est de plus en plus exigeant. C'est pour aussi montrer que vous n'avez pas besoin d'être hyper avancé sur le sujet pour vous engager. Comme on le dit souvent chez Ater, il est jamais trop tôt ou trop tard pour se lancer. Et même si vous pensez être exemplaire, vous pouvez quand même trouver quelque chose, une petite pratique en plus à mettre en place. Et si vous commencez, vous avez des pratiques hyper accessibles à mettre en place. Malgré tout ça, il y a quand même des freins qui demeurent. C'est trop compliqué, c'est trop cher. Je ne sais pas par où commencer. Souvent un sujet qui est un peu flou, un peu sujet qui est jugé un peu vaste par beaucoup d'entreprises, mais c'est souvent parce qu'il n'est pas assez mis en avant, tout simplement dans les entreprises et pas assez sensibilisé sûrement aussi par le gouvernement. Euh, mais du côté client, il y a aussi des réels freins et c'est aussi notre devoir en tant qu'entreprise engagée d'éliminer ces freins. Et pour ça, il y a des bonnes pratiques très simples, très faciles à mettre en place et assez peu coûteux qui sont possibles. Par exemple, ajouter des pictogrammes d'accessibilité, notamment sur les sites web. Donc le plugin accessibilité, comme je l'explique après, qui est très simple à mettre en place et qui ne demande pas énormément de ressources. Traduire toutes les infos clés en facile à lire et à comprendre. Donc ça permet vraiment de communiquer de façon plus accessible et surtout de former le personnel. Il y a un accueil inclusif et ça, on le verra notamment avec Julie qui nous en parlera euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus précisément que moi. Euh, donc voilà, c'est des enjeux très importants et des bonnes pratiques très simples à mettre en place. Euh, je vais m'arrêter avec cette brève introduction. Je pense que le contexte a bien été mis en place en donnant quelques petites clés d'information, en sachant qu'il n'est pas trop tard également, vous, pour vous engager en rejoignant ATR, pour avoir aussi accès à ce guide inclusivité, mais aussi à d'autres guides, parce que c'est pas le seul sujet. Voilà, je propose que maintenant on laisse la parole à Cécile qui va nous parler de la place du handicap chez Transunivers, donc membre d'ATR depuis moins d'un an à peu près. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, moi, je vis depuis maintenant 2 ans une expérience qui me nourrit beaucoup. Annette de Tourisme et Handicap m'a fait l'honneur d'une petite interview au nom de l'IFTM et c'est vrai que j'avais conclu en disant qu'avant j'avais un boulot dans le tourisme et que maintenant j'avais une mission sociétale et que ça faisait pas du tout pareil le matin. Euh, donc effectivement, bon, cette aventure, elle m'est un petit peu tombée dessus, faut bien l'avouer. J'avais un client qui était sourd et qui lisait sur les lèvres extrêmement bien, donc c'est vrai que c'est lui qui s'est beaucoup adapté à moi et pas l'inverse. Et donc on a fonctionné comme ça pendant des années parce qu'en fait il faisait un petit départ par an avec son amicale. Et puis un jour, après le Covid, il est arrivé, il m'a dit, oh, j'ai très envie d'en refaire, mais en fait je suis fatigué, j'ai plus de 70 ans, je vais arrêter, et puis il n'y a personne qui va prendre ma suite. Et ce qui est désolant, c'est que dans plein d'associations de sourds, en fait, on assiste effectivement
un désintérêt un petit peu. Voilà, le bénévolat attire beaucoup moins et je connais plein d'assos qui arrêtent leur activité voyage. Ça demande trop d'administratifs, trop de mails et tout. Je dis, bah écoute Gérard, c'est dommage parce que nous, pendant le Covid, on a développé une plateforme où tu peux mettre ton voyage sur un espace privé et puis chacun peut s'inscrire, payer en 10 fois, poser des questions, voilà. Tu peux peut-être te mettre en contact visio pour ceux qui ont des questions. Il me dit, bon, d'accord, ok, on essaye une fois. Ok. Donc, on met une Norvège, un grand nord norvégien, enfin, un truc assez particulier en plus. Et puis là, bah, le service du back-office, 10 jours après, me renvoie la liste des participants. Et ben Gérard m'envoie un mail, me dit, je ne comprends pas. Il y a la moitié de la liste que je ne connais pas. Et du coup, on a plein de gens qui veulent s'inscrire et c'est complet. Donc du coup, en fait, on a réalisé là, ce jour-là, vraiment, il y a eu un déclic où en fait, on a réalisé qu'on avait des gens qui étaient vraiment en besoin. On a commencé à faire une étude de marché, on s'est aperçu qu'il y avait quelques offres de voyage, mais en général, c'était sans vol parce que du coup, la sauce ou je ne sais pas si on peut appeler ça un tour opérateur, bref, l'opérateur avait pas forcément de IATA pour faire de l'aérien, donc c'était du rendez-vous sur place. C'était très cher. Et nous, justement, enfin moi, je me suis un peu toujours battue avec ma direction parce que je suis moi-même maman d'enfants handicapés, mais je me suis toujours battue pour leur maintenir le même taux de marge. Nous, on est groupistes, hein, on fait voyager 20 000 passagers par an, donc on est sur un taux de marge très réduit. Et effectivement, bah, on a commencé à lancer un Japon, et puis qui s'est rempli en 3 jours aussi, et ainsi de suite, en fait. Et on a un super accueil. Alors, évidemment, avant, on faisait un groupe par an, donc on, on calculait des voyages gratuits pour les interprètes en LSF qui accompagnaient le groupe. Et donc, en fait, elles étaient payées sous forme de pourboire par les participants. Donc, ça restait, pour nous, en tout cas, du bénévolat. Et puis, euh, et puis, en fait, je suis partie avec eux en Norvège. Et puis, alors là, je me suis dit, oh là là, mais en fait, il y a plein de trucs à adapter. C'est pour ça qu'en général, ils ont du Wi-Fi dans le bus. On crée un groupe WhatsApp pour qu'ils puissent communiquer les uns les autres tout le temps, quoi qu'il arrive. Il y a on a profilé aussi le guide où il faut pas qu'il soit d'un culturel ultra pointu, mais il faut qu'il soit hyper jovial, dans une ambiance. Et puis, en fait, ce qu'on a réalisé aussi, c'est que par-delà le fait d'offrir un voyage, on offre surtout un moment de camaraderie. C'est hyper important parce qu'en fait, on a réalisé que ces gens-là, en fait, étaient hyper isolés dans leur quotidien, dans leur commune, dans leur entreprise, à l'école quand ils vont chercher leurs enfants. Enfin, voilà, c'est les moments où ils peuvent se retrouver effectivement avec leurs semblables. C'est la galette des rois de leur assos, le concours de belote, quelques sorties de l'année et le voyage, où ils partent là carrément pendant 12 jours. Et, euh, et en fait, on a reçu encore des messages où en plus ils rédigent d'une façon très sympa, où il y en avait un qui disait que effectivement il était obligé d'attendre le voyage annuel de son association pour partir, donc il n'avait jamais le choix dans sa destination en fait. Et puis les gens, ça fait 40 ans qu'il les connaît. C'est toujours les mêmes qui voyagent ensemble. Donc il disait, ah là là, moi avant, vie étriquée. Maintenant, moi, voyage LSF. Et j'ai trouvé ça rigolo en fait. Enfin voilà, au-delà du voyage qui cartonne, on offre aussi un moment de rencontre et un moment où en fait tout est adapté pour eux. Euh, et je pense que ça leur fait ça leur fait plaisir, quoi. Donc, effectivement, nous, on voit des gens qui s'inscrivent et se réinscrivent. Là, il y a des gens qui partent 3 fois avec Voyage LSF. Donc,
Donc voilà, et puis voilà, enfin maintenant ils ont l'habitude, il y a un Insta, il y a un Facebook, on lance des petits sondages, ils ont la possibilité de dire où ils veulent aller. Et puis on a deux marques aussi. On a Voyage LSF qui s'adresse à du jeune senior avec des groupes de 40, 30-40 avec deux interprètes LSF, un accompagnateur sourd. Donc là c'est vraiment le cocon. Et on a une marque qui s'appelle Tourissour, qui est pour des petits voyages de 20 personnes, accompagnée par Sabine Lemel, qui est en fait guide, enfin, qui est accompagnatrice, interprète LSF. Donc le niveau de LSF ne sera pas aussi pointu qu'avec des vrais interprètes, mais il y a une souplesse dans le fait du petit groupe et les itinéraires sont un petit peu plus branchés, bon, un peu plus physiques, avec un tout petit peu plus de rando et tout, tout en restant quand même adapté au commun des mortels. Donc voilà, c'est vraiment une aventure. Donc nous, ça y est, dans 2 semaines, on a un site dédié. Ça y est, fini l'espace privé sur le site des entendants, comme ils disent. Ils vont avoir un site qui va s'appeler voyagelsf.fr. On a loué un gros stand à Clin d'œil qui est le festival artistique des sourds qui a lieu début juillet. Euh, et voilà, on est hyper contents. Merci beaucoup. Enfin, je sais pas si ouais, on peut prendre quelques petites questions si on veut. Il y avait une question dans le chat qui demande si ces voyageurs ont le droit à des aides financières pour ce type de voyage. Oui, la MDPH, oui, 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 la MDPH prévoit une aide financière. Elle prévoit aussi une aide financière s'ils ont besoin d'une interprète avant l'inscription au voyage pour bien se faire expliquer les choses. Donc après, nous, on a Sabine et Gérard qui peuvent mener des visios en langue de signes. Voilà. Qui sont dispo quand ils sont pas en voyage. Ils font beaucoup de visio avec les voyageurs. Euh, et voilà. Donc, euh, voilà. Et puis je pense beaucoup nous ont répondu. Là, on a annoncé cette semaine qu'on serait présent sur Clin d'œil avec un gros stand. Beaucoup ont répondu qu'ils viendraient à Reims pour nous voir, pour qu'on ait un contact. Voilà. Bon, je pense qu'ils avaient déjà le projet de venir, mais, euh, mais ouais, ouais. Et puis on fait une visio aussi à 30 jours du départ. Il y a un conférencier et une interprète. Donc comme ça, tout le monde se voit. À un mois du départ, en fait, on fait une visio, ils peuvent poser toutes leurs questions, comment on visite un temple, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie, etc. Et puis aussi, enfin, pour voir l'accompagnateur, pour voir l'interprète, c'est une petite connexion qu'ils ont avant le voyage, et puis pour se voir entre eux aussi. Voilà. Mais pour compléter peut-être cette réponse, il y a Florence qui demandait également pour les personnes bah, aidantes, en tout cas qui ont besoin enfin, pour les personnes qui ont besoin d'une tierce personne dans leur accompagnement, est-ce qu'il y a également des aides financières pour ces personnes-là? Il n'y a pas d'aidant chez les sourds. Bon, voilà. Ben ouais, il n'y Mm. a pas d'aidant chez les sourds. Clairement, c'est le handicap qui est le plus, entre guillemets, le plus simple hein, pour nous à pallier. Même si on a fait beaucoup de progrès en 2 ans, je me suis dit, j'ai voyagé avec eux, en fait, je me suis dit, oh là 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 là, mon Dieu, en fait, ça fait 10 ans que je travaille pour cette amicale et en fait, j'adapte un peu les visites, mais le gros du boulot, c'était de recruter des interprètes et de les associer au voyage, en fait. C'était elle qui mettait le voyage et le guidage, notamment en relief pour les sourds, quoi. Et donc, c'est après, en fait, qu'on a commencé à mettre plein de process, bah, notamment du Wi-Fi dans le car, notamment ce groupe WhatsApp que l'accompagnateur crée avant le décollage. Euh,
On a plein de, le guide, il est clairement, il est casté depuis le début sur des qualités humaines. Voilà, on prend pas quelqu'un de trop érudit et qui parfois en oublie d'être comment dirais-je, un peu entraînant, qui s'est installé une ambiance en tout cas. Euh, c'est ça qu'on recherche dans un guide. Voilà. Et effectivement, au-delà du voyage et de la découverte d'ailleurs, c'est aussi un moment de camaraderie entre eux et un moment de connivence entre eux. Je pense que les deux sont aussi recherchés l'un que l'autre, en fait, entre sa soif d'ailleurs et l'envie d'être ensemble. Merci pour ta Voilà. réponse et ta précision. Pardon? Merci pour ta réponse et ta précision. Je ne sais pas Ah, si tu m'entends. de rien. Oui. Je m'entends un peu le son. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage. Je propose qu'on laisse la parole à Julie et s'il y a d'autres questions qui vous viennent, on pourra revenir à la fin. Donc je partage juste le PowerPoint de Julie. Donc hop, c'est où? Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Ouais. Bonjour à tous. Je suis Julie Boudin, je suis responsable diversité et qualité de vie au travail à l'UCPA et référente handicap. Moi, je m'occupe plutôt de la partie collaborateur. Mes missions, c'est de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap et de les maintenir autant que possible en poste et de veiller à leur bonne inclusion dans l'UCPA. Mais on propose beaucoup d'activités pour les personnes en situation de handicap. On est assez actif et d'ailleurs, c'est pour ça que le poste a été créé donc il y a 2 ans. Je suis sur une création de poste pour justement aligner tout ce qu'on faisait déjà sur la partie client, d'essayer de faire un peu plus et de structurer ça sur la partie collaborateur. Donc là, je vous propose de vous dire un peu ce qu'on fait quand même sur la partie client. Donc nous, on reçoit plus de 500 jeunes par an sur des séjours. Donc on va les accueillir soit en groupe, donc ils viennent avec leurs accompagnateurs, leurs référents habituels, hein, ils viennent de structures. Où on peut les accueillir également en clients individuels. Donc là, ils sont en inclusion dans un groupe. Donc, par exemple, c'est un jeune paraplégique qui va faire du ski. Donc, on va tout mettre en œuvre pour qu'il puisse faire du ski et être intégré dans un groupe de non-handicapés. Voilà, donc après, ils peuvent être plus ou moins accompagnés en fonction de leur handicap. Et puis après, on est très actif aussi sur la partie loisirs sportifs de proximité. Donc, on a des dispositifs qui s'appellent CAP Loisirs Sportifs avec les IME de proximité. Donc, des groupes viennent, alors beaucoup sur, par exemple, des activités à la piscine ou dans les centres équestres aussi, ça marche beaucoup, ça, l'équithérapie. Donc voilà, tout au long de l'année, on accueille ce type de public. Et ça facilite aussi la sensibilisation en fait de nos collaborateurs sur le sujet. Ils sont souvent très motivés puisque en fait ils ont dans leur quotidien ils sont amenés à côtoyer des personnes handicapées et donc ils sont plutôt curieux sur le sujet. Ils ont vraiment envie de bien faire. Côté formation, donc à l'UCPA, on a un CFA, en fait, on forme au métier du sport. Donc, on a des jeunes qui viennent se former, qui sont en situation de handicap. Donc, on a aussi un référent handicap sur cette partie-là. Donc, on va accompagner les apprenants dans le processus d'apprentissage, le mode de certification, enfin, c'est d'avoir par exemple plus de temps pour passer un examen, etc. Après, la complexité, c'est qu'on doit rester quand même
dans les clous pour remplir les conditions pour passer l'examen. C'est des diplômes d'État. Et puis, mais la législation évolue aussi à ce sujet, mais pas aussi rapidement que ce qui serait souhaité. Et puis, on a intégré aussi un module de sensibilisation au handicap dans la formation au BPGEPS, donc au diplôme sportif, pour justement que les jeunes qui arrivent sur le monde du travail avec un diplôme sportif soient déjà sensibilisés sur le sujet. Et là, spécifiquement, nous, on travaille en formation continue avec des moniteurs déjà diplômés, de leur faire une journée de formation complète pour accueillir au mieux, alors sur la filière équestre et aquatique, qui sont les filières qui reçoivent le plus de groupes en situation de handicap, qui puissent, parce que bon, parfois ils sont pas formés, donc ils font au mieux, mais on veut leur donner toutes les clés pour accueillir le mieux possible. Tu peux passer. Merci. Alors, côté employeur, donc je vais vous dire un peu ce que je fais moi vraiment au quotidien, parce que je suis pas, on a une cellule spécifique qui s'occupe en fait de ces groupes, notamment quand on souhaite faire mettre en inclusion une personne handicapée dans un groupe. Il faut organiser en fait autour de cette personne tout le séjour, les accompagnants, etc. Donc, on a une cellule spécifique avec plusieurs personnes qui travaillent uniquement sur ces sujets. Donc, je voulais rebondir sur ce que tu as présenté, Gaëlle, au début. Donc, tu as parlé de pénalité. Donc, on dit une contribution donc, qui est faite à l'AGFIP. Donc, quand les personnes ne remplissent pas, donc à plus de 20 salariés, non pas 6% de personnes en situation de handicap, elles payent effectivement une contribution à l'AGFIP. Et l'AGFIP, en fait, reverse ces contributions en fonction des aménagements de poste que vous pouvez vouloir faire. Donc, même si vous avez moins de 20 salariés, vous pouvez faire appel à l'AGFIP pour, si vous avez quelqu'un dans vos salariés qui est en situation de handicap, que vous avez besoin de faire une adaptation de poste, vous pouvez solliciter l'AGFIP ou passer par Cap Emploi qui vous fera le dossier. Donc, si vous n'êtes pas trop dans l'administratif, ils sont là pour ça aussi. Donc, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à eux. Donc, on a signé une convention avec l'AGFIP l'année dernière pour être accompagné dans notre stratégie et financièrement aussi. Donc, sur 3 ans, l'AGFIP va financer à peu près 50% de tout ce qu'on met en place, des actions de sensibilisation, des formations. Voilà, donc c'est intéressant aussi quand on veut mettre de grands chantiers en œuvre. C'est intéressant de signer une convention. Donc aujourd'hui, nous, on a 3% de salariés en situation de handicap. Donc, on a augmenté quand même de 0,5 par an, ce qui n'est pas négligeable. Et sur nos volumes, ça représente quand même 18 nouveaux recrutements et 10 déclarations en interne. Donc ça, c'est un gros levier aussi, c'est de communiquer sur le fait que on est prêt à accueillir les personnes en situation de handicap et à faire des aménagements pour eux. Donc, ça incite vraiment et à clairement aussi dire qui est le référent handicap. Voilà, ça a bien fonctionné chez nous. Donc, ce qu'on a mis en place depuis un an, c'est des formations, des sensibilisations aux collaborateurs, aux managers et aussi à toutes les équipes RH. On a adapté une quinzaine de postes de travail. Donc ça marche très bien aussi. Ça fait un bon bouche à oreille dans les entreprises. Et puis, on essaie de faire évoluer nos process de recrutement et surtout la communication en interne et en externe. Ça valorise la marque employeur. Après, il faut que ça s'appuie sur des actions réelles, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Voilà.
Et alors, moi, je voulais faire le lien quand même avec le sujet d'aujourd'hui, parce que je pense qu'on était plutôt sur la partie client. Mais de par les sensibilisations que j'ai pu faire et ma connaissance du sujet, et le fait que je sois reconnue comme référente handicap, c'est pas toujours clair pour les collaborateurs qui s'occupent de quoi. Donc, j'ai été sollicitée par des sites qui m'ont dit ah, bah, tu peux nous aider. Nous, on ne sait pas trop toujours comment accueillir une personne en situation de handicap. Donc, j'ai créé un module plus sur la partie client, mais finalement qui reprend des choses que tout un chacun devrait savoir, hein, au final, mais pour qu'il soit plus à l'aise dans l'accueil. Alors après, ce que je dis toujours, c'est les handicaps, il y en a beaucoup de différents. Et puis même sur un même handicap, chaque personne est différente, donc elle n'a pas les mêmes besoins. Donc pour moi, c'est pas forcément intéressant de former à fond sur tous les types de handicap. Voilà. Donc j'essaie de faire un module assez court et que les personnes puissent retenir vraiment des points essentiels, des chiffres clés, casser un peu les préjugés. Donc le module que je propose, ça dure 1h30, donc c'est assez court. Donc on fait un petit jeu. Donc ça coûte rien. Enfin, moi, voilà, j'ai fait des petites cartes en papier, je les ai collées. Donc, il faut juste être un peu créatif. Donc là, c'est un petit memory, mais vous pouvez aussi faire un caout, un petit quiz. Voilà, donc sur vraiment les grands chiffres, moi, j'ai cinq chiffres, hein. Attendez, c'est quoi les thématiques? Combien de personnes sont atteintes d'un handicap invisible? Donc ça, tu l'as dit, Gaëlle. Combien de personnes seront atteintes d'un handicap au cours de leur vie active? C'est 50%. Donc en fait, ce chiffre-là, par exemple, je le trouve super parlant parce que le handicap, on pense toujours que c'est les autres. C'est en fait une personne sur deux présente aujourd'hui à ce webinaire pourrait être en situation de handicap. Alors pas forcément un handicap définitif, mais ça peut être les suites d'un cancer, ça peut être avoir une très grosse fracture qui dure plus de 6 mois, et voilà. Donc en fait, le handicap, ça peut vraiment toucher tout le monde. Les situations de handicap qui nécessitent un aménagement de poste, c'est seulement 20%. Donc, quand on dit, j'ai entendu les arguments tout à l'heure, c'est trop compliqué, c'est trop cher. Non, en fait, la plupart des handicaps, il y a besoin de rien, à part juste d'écouter et d'adapter très légèrement, mais c'est pas forcément, ça coûte pas forcément d'argent. Après, les personnes qui ont acquis un handicap au cours de leur vie après 16 ans, c'est 85%, je crois. Donc, ça veut dire que en fait, on ne naît pas forcément en situation de handicap, et c'est quelque chose qui peut arriver à, à, bah, à beaucoup de personnes, quoi. Voilà, les personnes en fauteuil roulant, c'est seulement 3% des personnes en situation de handicap. Donc déjà, le picto, il n'est pas super adapté. En fait, quand on dit handicapé avec un fauteuil roulant, ça ne représente pas la réalité. Voilà, donc un petit jeu. Ensuite, on passe directement à des situations, des petits cas pratiques. Alors, moi, j'ai travaillé sur, en fait, les équipes d'accueil. On est parti sur 4 types de handicap, 4 situations, il ne faut pas non plus que ce soit trop long, qu'on a choisi, qui sont très spécifiques. Donc, je les ai interrogés. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme situation en particulier, où vous n'avez pas trop su comment réagir, ou ils ont réagi, mais ils n'étaient pas trop sûrs de faire comme il faut. Justement, je crois qu'il y avait des personnes sourdes, et que du coup, ils ont pris un papier, ils ont écrit, donc c'était plutôt bien. Mais voilà, et donc on leur a fait rechercher des solutions en petits groupes, proposer quelques pistes.
Après, j'avais introduit, alors j'en avais qu'une, mais c'était du guidage de personnes non-voyantes, mais on pourrait mettre un casque pour qu'on n'entende pas, ou sinon sur des troubles autistiques, par exemple, d'avoir aussi des sons qui perturbent en fait la communication. Donc voilà, mettre en situation, ça c'est quand même ce qu'il y a de plus parlant. Et puis après, mettre en commun les solutions, apporter des infos complémentaires, et puis après faire une synthèse des bonnes pratiques que je vous ai mis après. Donc c'est très générique, mais c'est plutôt en fait des bons réflexes, parce que ce qui est très important, c'est toujours de demander à la personne de quoi elle a besoin, parce qu'en fait, il ne faut pas supposer qu'une personne non-voyante, par exemple, a besoin qu'on lui tienne le bras, ou peut-être qu'elle veut juste qu'on lui présente les lieux, et après qu'elle soit autonome. Enfin voilà, faut jamais présupposer. Il faut jamais imposer son aide non plus. Voilà, et puis bah, on parlait des accompagnateurs, donc bah, s'adresser à la personne et pas à son accompagnateur. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, voilà, c'était un petit récap des bonnes pratiques. Mais là, ça concerne vraiment l'accueil. Parce que ensuite, nous, bah, sur les activités sportives, là, ça doit vraiment être spécifique à l'activité sportive. Avoir une personne en situation de handicap avec un cheval, c'est pas pareil que dans une piscine. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ces témoignages. Je ne sais pas s'il y a des Je vais questions. juste, pardon Gaëlle, je vais juste terminer. Au mois de novembre, il y a la semaine européenne du handicap pour les entreprises. Donc, bah, si vous avez envie d'organiser des petits événements, de l'info dans vos entreprises, n'hésitez pas. Et il y a beaucoup d'outils en ligne qui sont disponibles, proposés sur le site de la GFIP, notamment des quiz. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à aller piocher dedans. C'est gratuit. Des affichages, des petites notes d'infos. C'est Voilà. du 17 au 23 novembre, c'est ça? Si je me... Exactement. Ouais. Voilà. Est-ce que je peux, si c'est pas fini, je peux témoigner sur mon propre handicap et comment nous le gérons à VTO, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, en fait, bon, déjà, je suis la seule à être en situation de handicap à VTO au voyage, donc j'ai une sclérose en plaques. Donc, c'est une maladie neurologique voilà, qui entraîne différents troubles neurolocomoteurs assez variables. Je ne sais pas ceux qui connaissent ou non ce handicap, mais du coup, je suis reconnue travailleur handicapé. Et du coup, Vetova, je reçois des subventions de la GFIP, et effectivement pour, pour pouvoir maintenir mon poste, en fait, mon emploi. Et après, donc, les locaux sont super aménagés, surtout qu'on a déménagé ici au rez-de-chaussée, donc il n'y a pas de problème du tout sur l'accessibilité. Par contre, il m'a demandé, Monsieur Rafton, en fait, comme nous, on n'est pas une agence spécialiste de l'organisation de voyages pour les personnes en situation de handicap moteur. Enfin, notre public, c'est des groupes scolaires et des groupes club troisième âge, mais la majorité sont assez valides. Mais du coup, en fait, il m'a demandé de regarder pour les groupes scolaires, en fait, de chercher des agences de voyage qui pouvaient être justement avoir la capacité de pouvoir organiser des groupes pour personnes en situation de handicap, et du coup de faire un partenariat en fait avec ces agences. Alors, notamment, il y en a une, je sais plus laquelle, mais qui est membre du label ATR. Donc en fait, avec Vincent Raton, on va essayer de négocier en fait un partenariat, mais nous, on va mettre un renvoi sur notre site internet à cette agence. Si on a des demandes de voyage pour personnes à mobilité réduite ou avec un handicap, parce que bon, c'est pas notre public. Donc ça, je le signale, comment Monsieur Rafton avait vu enfin, la problématique si on avait des demandes. Après, quand il y a une ou deux personnes avec un fauteuil roulant sur une mobilité réduite, on va toujours pouvoir adapter sur les bus ou sur les lieux, mais quand c'est pour un groupe complet, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Donc, Monsieur Rafton disait, bah, les agences qui sont partenaires intéressés, on met un lien de leur site internet sur notre site internet, comme ça on les renvoie à des agences qui sont un peu plus spécialisées ou compétentes que nous dans l'organisation de voyages avec personnes handicapées. Bon, c'est juste que je voulais témoigner. Merci pour votre écoute à tous. Non, non, mais merci, un grand merci Floriane pour ce témoignage impromptu, et c'est hyper important qu'on puisse aussi, enfin c'est aussi l'intérêt de ces webinaires, hein, c'est que les membres
puissent témoigner, Mm. apporter des éclairages. En fait, je dis que dans le clavardage, je vous ai partagé plein de ressources, plein de liens, y compris ceux qui nous ont été mentionnés par nos deux intervenantes qu'on remercie très chaleureusement. On a ce guide inclusivité, mais en fait, ça fait des années qu'on s'interroge en fait sur ce sujet qui est complexe. Et il y a un vrai débat entre Annette Masson, présidente de Tourisme et Handicap, et une autre experte du sujet qui est elle-même en fauteuil roulant, qui s'appelle Marie-Odile Vincent, qu'on a déjà fait venir sur différents événements, le village des initiatives durables à IFTM, ou en tout cas la manière, enfin d'autres événements professionnels. Et Marie-Odile, en fait, elle travaille elle est spécialisée pour rendre accessible des voyages sur mesure, donc plutôt du voyage individuel. Et elles travaillent ensemble, hein, Marie-Odile et Annette, mais il y a un vrai débat. Le combat d'Annette Masson depuis plus de 20 ans maintenant, 22 ans, c'est faire en sorte que tous les voyages puissent être rendus accessibles. La vision que Marie-Odile a du sujet, c'est qu'en fait, ça, c'est une belle utopie, mais qu'elle va mettre encore des dizaines d'années, malheureusement, à être honorée. Et est-ce que vraiment c'est une utopie qu'on peut réaliser? Et elle dit non, peut-être que ça doit rester une niche. C'est un vrai marché, on l'a vu, hein, c'est ce que dit aussi Annette Masson, c'est un vrai marché. On voit que quand on rend accessible une offre pour des groupes notamment, bah, en fait, ça se remplit. Donc, ça serait dommage de se priver de développer l'activité commerciale sur ces voyages adaptés, accessibles à différentes formes de handicap. Mais c'est vrai que ben, ce serait bien aussi que nos fournisseurs, les fournisseurs de nos réceptifs, puissent aussi être aidés par des réglementations qui vont être amenées à se durcir, à évoluer dans le bon sens. Néanmoins, on voit bien que c'est un vrai métier et qu'il y a tellement de formes de handicap qu'il faut peut-être se spécialiser. Donc, en tout cas, pour répondre à ta question, Floriane, le mieux à faire pour VTO, c'est en effet peut-être un partenariat avec certains membres d'ATR et de se rapprocher notamment de Annette Masson, présidente de Tourisme Handicap, et de Marie-Odile Vincent, qui travaille pour différentes entreprises pour rendre accessible leurs voyages, notamment Comptoir des voyages historiquement, mais pas uniquement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse pour Florian? Est-ce que Non, merci Julien pour ces précisions. Julien, je veux bien que tu me renvoies les noms par écrit, comme ça je Oui, vais transmettre à exactement. Vincent, Monsieur Non Rafton, seulement les noms, mais aussi tous les les deux emails, et contacts. on peut stimuler via la commission inclusivité des rencontres, hein. L'idée, c'est ce webinaire, il sert à ça. Ce qu'on a décidé, c'est que la commission inclusivité, bah, son travail pour 2026, c'est continuer de mettre à jour les ressources, continuer de diffuser ce qu'on fait à travers ce genre de webinaire. Après, il y a des choses qui peuvent se faire aussi en bilatéral entre nos membres qu'on peut mettre en relation. Donc, je ne sais pas, Julie, est-ce que ça éveille, toi, est-ce que l'UCPA, vous avez des offres spécifiques qui pourraient être proposées au groupe de voyages scolaires avec des handicaps chez VTO? Est-ce qu'il y a des partenariats possibles entre UCPA, VTO, Transunivers? Est-ce que ça... Alors, Oui, on fait du scolaire, donc ça pourrait être des séjours spécifiques. Mais effectivement, après, sur du handicap moteur, on est plutôt sur des projets en inclusion dans des groupes et pas forcément d'avoir, comme si j'ai compris comme ça la demande, D'accord, potentiellement un groupe complet, enfin, pas forcément tout le monde, mais je peux faire le lien en tout cas. d'accord. Merci pour l'information. Ouais. moi, je peux éventuellement proposer quelque chose aussi. Mais par contre, moi, je vais être handicapée par le fait que nous, on n'a pas de guide BAFA. Parce que Ah, j'imagine qu'en dessous de 18 ans, il faut... voilà, je peux pas staffer le groupe avec un guide lambda. Ou alors, je peux faire du jeune adulte, entre 18 et 25 si c'est la cible, si ça reste une cible pour Floriane. D'accord, je prends note et merci beaucoup. Ouais, nous, on a plein de BAFA, bah oui. mais effectivement, ça va être en plus, quoi. D'accord, Euh, ok. Bah après, ça dépend des et besoins aussi qu'il peut y les avoir. scolaires, ils n'ont pas forcément besoin de BAFA parce qu'en général, ils viennent avec leur instituteur. Donc, je sais, il Ok. y a pas, il y a pas Oui, de c'est BAFA. vrai que... D'accord. Ils peuvent avoir besoin d'une aide sur les temps, enfin, pour la douche, par exemple, ou voilà,
hors activité. Ok, oui. Merci Ça, pour les je informations. pense que le groupe, il faut qu'il parte hyper staffé de un adulte pour deux ou trois enfants. Je sais pas ce que c'est les quotas chez les enfants, enfin, ou ados handicap. Il faut... Bah, ça dépend du handicap, ouais. Il y en Ouais, a qui peuvent avoir, enfin, nous, on fait partir des jeunes, enfin, donc toujours en individuel, mais ils peuvent avoir besoin de deux personnes. Une personne peut avoir besoin de deux personnes. Donc, Ok, ça dépend vraiment du handicap, où il peut y ouais, avoir ouais, une, ouais. Oui, plusieurs. bah, le PMR, j'imagine que ouais, ouais, ça doit être compliqué. Mais d'accord. oui, bah, on peut faire du Japon, on peut faire plein de choses hein, pour des classes. Ce serait des groupes de combien à peu près, Floriane? Bah en fait, c'est pas notre public en fait. Nous, on n'a pas Après, les groupes plutôt seniors qui voyageraient avec nous, il y a des personnes, des fois, à mobilité réduite chez les personnes les plus âgées. Ouais, On a les groupes scolaires, ça va être une moyenne de... Ça dépend des groupes entre 30 et 50 participants par voyage. ouais, Après, ça dépend des groupes. Et les groupes adultes, troisième âge, je sais pas du tout s'ils sont... Comme moi, je suis pas sur ce service, en fait, je sais pas du tout leur type de volume. Mais peut-être des groupes d'une trentaine de personnes par là, je pense. d'accord. Mais pour moi, c'est vraiment si on a des demandes de besoins, comment on peut Bah s'adapter, parce oui, que nous, on n'est vraiment pas spécialisé dans la vente de voyages pour personnes à mobilité réduite ou handicapées. ouais. On vend Et c'est vraiment le vrai que public nous, pour des groupes scolaires et troisième âge, Hmm. mais vraiment, on vend des voyages pour les trois quarts des publics qui sont valides. Ouais, moi, pour aller chez Voyage LSF, il faut qu'ils attendent d'avoir 18 ans, quoi. Non, nous, on n'a pas ce critère d'âge, mais en fait, on n'est pas Hmm. spécialisé sur le handicap, sur l'organisation de voyages pour personnes à mobilité réduite. Et donc, du coup, si on propose le service, ça serait des partenariats avec des agences qui ont la capacité de le faire, mais ça serait du ponctuel, en fait. Ça serait Ouais, parce qu'on est Donc en fait, c'est ça, c'est pour ça que Monsieur Arthur m'avait demandé de regarder les agences qui étaient spécialisées pour faire un partenariat et du coup mettre leurs liens sur notre site internet. Comme ça, on oriente aussi à des besoins et des demandes parce que nous, c'est pas quelque chose qu'on sait faire du tout. On n'a pas le personnel, on n'a pas les personnes compétentes pour gérer ça. ouais, ouais, ouais. J'ai rencontré... J'ai rencontré, Floriane, une fille qui peut peut-être t'aider. Elle fait des voyages PMR partout dans le monde, mais elle est en individuel, donc c'est vraiment pour une personne seule, un couple, trois personnes, quatre personnes max. Mais elle a l'air assez compétente sur le sujet. D'accord, Enfin, ça fait pas mal de temps qu'elle bosse et notamment sur le PMR, sur accueillir et faire voyager du PMR. Elle s'appelle Sarah Morand. Je t'enverrai ses contacts je vais récupérer ton mail sur Bah, le mail de la visio et je t'envoie ça. Ça s'appelle Follow Me merci beaucoup. by Sarah. D'accord, bah, j'attends ton mail. Voilà, je te les envoie. Tu peux Il est peut-être dix là. heures cinquante-huit, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres témoignages avant qu'on arrive à la fin. Gaël, je te laisserai le mot de la fin. Je voulais juste quand même vous placer une information. J'ai parlé de Flavie, notre apprentie qui s'occupait de la commission inclusivité, moi que je prends maintenant en charge. On vous a proposé pour les membres d'ATR un petit questionnaire il y a quelques mois. On vous a relancé plusieurs fois, mais là, ça commence à prendre. On a plusieurs membres qui ont joué le jeu. On a besoin de savoir bah, où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez cheminé grâce à Terre ou même en solo? On a besoin de savoir où est-ce que vous en êtes sur vos engagements sur le tourisme inclusif, entre autres sur les questions d'accessibilité. On voit qu'il y a des nouveaux membres qui nous ont pas attendus, comme Transunivers. Il y a des membres historiques comme l'UCPA qu'on avait déjà fait intervenir sur le séminaire dédié l'année dernière. Donc, c'est génial de revoir Julie. Merci parce que il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là il y a un an, en fait, tout bêtement. Soit parce qu'ils n'étaient pas au séminaire, soit parce qu'ils étaient tout simplement pas membres de l'association. Donc nous, on doit recycler de manière permanente le contenu qui a déjà pu être partagé. Euh, mais donc on a aussi besoin de savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager. Donc surtout, n'hésitez pas à nous alimenter. C'est comme ça qu'on va faire monter la mayonnaise, quoi. Parce qu'on a conscience qu'on est au tout début du chemin, il y a plein de bonnes pratiques, il y a plein d'envies. Maintenant, notre boulot, c'est justement de faire ce qu'on vient de faire, hein, mettre en relation, éveiller les consciences, et puis inviter à des bonnes pratiques qui sont parfois très simples à mettre en place. On n'est pas obligé de se faire tout un, comment dire,
toute une montagne de ce travail, hein. Il faut grimper petit à petit pour rendre nos entreprises plus inclusives et, si possible, rendre nos voyages aussi plus inclusifs. Euh, Gaël, je te laisse le mot de la fin. Ouais, bah, j'allais également proposer de répondre à ce questionnaire qu'on vous remettra dans le compte-rendu. Et je partage juste une dernière fois mon écran pour partager les dernières dates. Mais avant ça, merci à Julie et Cécile et Floriane pour leur témoignage. On vous remettra, enfin, on vous enverra de toute façon le replay à toutes et à tous, également le compte-rendu et au besoin également le contact de Cécile et Julie. Merci aussi à vous tous d'être venus et d'avoir écouté et assisté à ce webinaire, qui est donc l'avant-dernier, comme je le disais, de la saison 2025. Avant la fin de cette saison, nous avons donc deux événements. Du 3 au 5 novembre, comme je l'expliquais dans le Vaucluse, nous avons le séminaire ATR. L'année dernière, c'était l'inclusivité, donc accueilli par l'UCPA justement à Chamonix. Cette année, on se rend dans le Vaucluse, accueilli par Arevi, pour parler de l'impact et des contributions du tourisme, enfin des voyages à destination. Euh, et également le 12 décembre, nous avons le dernier webinaire de cette saison qui sera sur les imaginaires et la communication, un webinaire qui s'annonce passionnant également, qui est accessible à tous, puisqu'il n'est pas réservé aux membres ATR. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, s'il n'y a pas plus de questions et de commentaires, je vous remercie à tous d'être venus et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup.